Vraiment, je me présente à vous dans mes petits souliers. C'est avec beaucoup d'humilité que je vois le sérieux et la profondeur de cette réflexion que vous menez. Et je vous dirais que ce que j'aurai à présenter ce matin tiendra davantage d'un tour d'échauffement autour de concepts que vous êtes habitués de manier. Ce que je me propose de faire, d'une part, en 3 temps, disons, et il y aura, on m'a demandé, et je trouve que c'est une bonne idée de faire une interruption pour qu'il y ait des questions à mi-parcours. Mais dans un premier temps, j'y irai d'un rappel, si ce n'est une mise en garde, en ce qui concerne le fait de critiquer les institutions publiques et politiques telles qu'elles existent, seulement pour rappeler que nous n'avons pas le monopole de cette critique et que nous pouvons voir des acteurs qui font des critiques qui, à certains égards, avoisinent les nôtres comme étant très clairement des adversaires. Hein? On n'est pas dans une sorte de dualité entre ceux qui sont pour les institutions telles qu'elles existent et une frange pour l'instant minoritaire mais prometteuse qui se proposerait de remettre en cause radicalement ces institutions. Mais il y a malheureusement, à certains égards, des critiques qui sont dans l'air du temps et auxquelles on pourrait nous confondre. Donc, je pense que c'est important de le relever pour que nous ayons à cet égard des anticorps. Ensuite, je vais seulement rappeler, et ce sera là le côté échauffement, là, un certain nombre de principes qui militent pour le concept de démocratie. Je vais citer le philosophe Jacques Rancière, en rappelant également par Rancière en quoi, finalement, peu de gens sont démocrates. Que finalement, je vais citer notamment le livre de Rancière, La haine de la démocratie, peu de gens, au fond, prennent le parti de la démocratie d'une manière cohérente et que ce mot de démocratie est devenu très souvent un bibelot conceptuel. Et enfin, j'aborderai sur un mode plus stratégique la question des contingences, de ce qu'il en est d'une démarche telle que celle-ci, si tant est qu'on la prend au sérieux, en ce qui concerne des contingences historiques, des rapports de force, des résistances, et, peut-être est-ce que le mot me semble un peu vulgaire, mais disons des stratégies. C'est-à-dire comment est-ce qu'on entre en relation avec un contexte pour essayer aussi de composer avec ce contexte-là pour ne pas être strictement dans une sorte de programmatique distincte d'un réel historique. Je rappellerai que, enfin, pour ma part, ce travail que vous faites ici, et j'aurais envie de dire nous, malheureusement, je serai ici seulement partiellement étant donné des obligations. Enfin voilà, j'avais un calendrier là, qui était déjà pas mal chargé quand j'ai reçu la très aimable invitation et j'ai tout fait pour pouvoir m'y insérer, mais pas autant que j'aurais voulu. Il reste que je continuerai d'être de la partie. La question qui me semble donc centrale de ce qui se discute ici, c'est l'enjeu de la souveraineté. La souveraineté a à voir dans la pensée politique avec la décision. Hein? Est souverain quelque instance capable de prendre des décisions qui ont un effet dans l'histoire. On peut dire ça ainsi. Hein? Le gouvernement décide qu'on ne fume plus dans les lieux publics, on ne fume plus dans les lieux publics. Là. Et en cela, on reconnaît qu'il est souverain dans le sens où, factuellement, là, il prend une décision et l'effet se vérifie. Hein, ici, par exemple, si on décide d'abolir la peine de mort au Texas, on va peut-être se sentir mieux, mais il n'y aura pas d'effet parce que nous ne sommes pas souverains en la matière. Quoi. Bon. Et quand on analyse la souveraineté sur ce plan-là, nous nous rendons compte que ce pouvoir de prendre des décisions qui qui produit dans l'histoire des effets, échappe aujourd'hui aux institutions que nous critiquons. Et ça a été l'essentiel de mon travail jusqu'à maintenant avec une très belle équipe au Réseau pour la justice fiscale, c'est de constater qu'aujourd'hui, au moment où on critique des institutions formelles, datées,
qui ont une histoire, et tout n'est pas à jeter dans l'histoire. C'est important, l'histoire, parce qu'il y a une sédimentation des mémoires, des expériences, mais en même temps, parfois, il y a des carcans qui sont étouffants. Mais dans ces institutions qui traduisent l'histoire, nous constatons aujourd'hui que, quoi qu'elles se prétendent souveraines en vertu de leur constitution, en maintes matières, à mains égales, elles ne le sont plus. Et tout le travail sur les paradis fiscaux, par exemple, qui a pu nous intéresser, consiste à voir en quoi un ordre de décision majeur en ce qui concerne la finance, les interventions armées, le trafic d'influence, le trafic d'armes, l'exploitation des richesses naturelles, un certain nombre de filières criminelles, drogue, prostitution, ainsi de suite, échappent d'ores et déjà au contrôle des institutions que nous critiquons ici. Et aujourd'hui, on peut dire que de toute façon, la souveraineté est en crise. De toute façon, nous partons d'un moment historique où tout est à faire. Où même les institutions qui se présentent comme étant souveraines parce que la monarque décide que, décide sur un mode un peu mécanique que le parti en chambre qui a eu le plus de X sur des bulletins de voix forme un gouvernement, il y a un premier ministre. Même ces structures très ritualisées qui se présentent comme étant souveraines en vertu de la Constitution se sentent en crise, d'où l'inanité des campagnes électorales auxquelles nous assistons année après année, à savoir qu'on comprend à les suivre à quel point ces pouvoirs, ces institutions qui se présentent encore comme étant le pouvoir, n'ont pas le pouvoir par rapport aux enjeux les plus fondamentaux, les plus cruciaux. Quand on se propose, d'une manière presque outrecuidante aujourd'hui, comme s'autorisant à se présenter comme peuple, comme sujet d'une constituante, capable de prendre le pouvoir parce qu'il revient à ceux qui s'émancipent par eux-mêmes, forcément, on s'engage au moins dans une réforme en profondeur, si ce n'est pas dans une révolution. Et moi, j'utilise le mot révolution d'une manière non romantique, c'est-à-dire rendre révolu un certain nombre de choses. C'est ça la révolution, c'est rendre révolu des institutions qui nuisent, par exemple, à la démocratie ou au bien commun, ainsi de suite. Bon. Lorsqu'on s'engage en ce sens, je crois qu'on a, pour le moment, davantage comme adversaire, ou en tout cas comme interlocuteur dans une sorte de dialectique conceptuelle, intellectuelle et politique, moins les institutions qu'on critique formellement, c'est-à-dire le pouvoir tel qu'il est établi par la Constitution actuelle, que les défenseurs de la gouvernance, qui sont, je pense, ceux qui ont un discours voisin à celui-ci. Et je pense que c'est important, dans un premier temps, d'identifier ces adversaires-là, puisque leur discours est tellement fin, il ressemble tellement à celui qu'on peut entendre ici, qu'il pourrait confondre beaucoup de gens. Je crois, et je l'ai présenté comme tel souvent, que la gouvernance est le contraire de la démocratie. Bien qu'aujourd'hui, on nous présente ce mot de gouvernance comme étant pratiquement un synonyme, d'où l'habileté des sémanticiens qui ont produit ce mot. En gros, comment on peut présenter les choses? La gouvernance est un SEM qui est utilisé aujourd'hui tous azimuts, dans les organisations communautaires, dans les ministères, dans les institutions internationales, dans les universités, partout où il y a une organisation. On va parler de gouvernance aujourd'hui, et la gouvernance, en quelque sorte, substitue la gestion à la politique. Et confisque, au fond, la politique du champ de référence conceptuel au profit de la seule gestion. Gérer deviendrait la politique. Et en cela, par exemple, si vous voulez un parfait oxymore, une sorte de contradiction dans les termes qui mériterait un échec dans un travail au cégep, vous dites gouvernance souverainiste.
Et là, vous avez quelque chose qui se neutralise. Tout à fait. Et on l'entend. On voit, parce que le mot gouvernance est le maître mot d'une série, de tout un lexique, en fait, d'une série de termes. On l'entend qu'on n'entend plus un certain nombre de termes depuis qu'on est passé au régime de la gouvernance. Je veux dire, encore dans les années, sans être nostalgique, mais dans les années 80, 70, 60 et en remontant, là, on parlait de démocratie, de citoyenneté, de politique, de lutte, de front, de conflit, de débat. C'était ces mots-là qui étaient dans les journaux, même les journaux qu'on n'aimait pas. La politique était ça. C'était ces termes-là qui traduisaient l'action politique et la vie publique. Et aujourd'hui, on est passé à bonne gouvernance, partenariat, empowerment, intérêt, partie prenante, consensus, développement durable, sécurité humaine, acceptabilité sociale, responsabilité sociale des entreprises, résilience. Un bagage de mots qui, au fond, réduit l'action publique au fait de la gestion telle qu'on la conçoit dans les théories d'organisation privée. Et on a tout réduit à la logique privée, comme si tout se pensait sur ce mode-là. Si on pense la gestion d'un dépanneur, la gestion d'une station-service avec les mots de l'organisation privée, bien évidemment qu'on n'a rien contre. C'est adapté. Si on veut penser la façon qu'a une institution financière, puisqu'on est dans un monde où il y en a, son personnel, l'action de son personnel, l'action de ses entités, je parle de l'activité, là, et qu'on utilise un discours managérial pour ce faire, bon, c'est cohérent, disons. Mais qu'on utilise ce vocabulaire-là pour penser la gestion d'un hôpital, pour penser la position des contribuables dans un État, pour penser la façon dont fonctionne l'éducation, la Bibliothèque nationale. Donc, quand la Bibliothèque nationale m'écrit, elle commet une faute de français, d'emblée, elle dit « cher client ». Mais on n'est pas, même du point de vue du français, alors qu'il s'agit quand même de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec, qui est censée être la dernière institution à défendre la langue, notre langue. Elle commence par une faute de français parce qu'elle prend, elle inscrit notre rapport dans sur un plan commercial, alors qu'il s'agit, moi je suis un abonné, un usager, mais quand je vais au théâtre, je suis un spectateur. Quand je vais chez le médecin, je suis un patient. Mais on nous a mis dans la tête que nous étions des clients pour nous faire rentrer dans une logique qui est clivée. C'est ça qui n'est pas adapté à la situation, pour nous faire oublier qu'il y a des services publics, pour nous faire oublier que nous sommes des citoyens, pour nous faire oublier que nous avons des droits, et pour en quelque sorte, nous immerger dans un vocabulaire qui n'est pas adapté, qui nous rend schizophrènes. La gouvernance est un terme qui vient du domaine de la théorie des entreprises. C'est un terme qui a une généalogie qui s'explique. C'est un mot d'ailleurs très daté, qui date du 13e siècle. C'est un mot français que les théoriciens anglophones ont sorti des boulamites. Mais la gouvernance au 13e siècle, c'était sur l'art de bien se gouverner soi-même dans des logiques de cours. Hein. « Oh, que la mal-gouvernance mène à puante fin. Hein. » C'est des vieilles phrases qu'on a écrites dans un vieux français. Bon. Et cette expression-là est tombée en désuétude. Et quand il s'est agi de donner un petit peu d'allure noble à des termes finalement assez prosaïques dans le domaine du management, on a parlé de governance. Et la governance, qu'est-ce que c'était? C'était en quelque sorte la constitution d'une entreprise lorsque celle-ci devenait trop grande. Alors, lorsque vous avez vu apparaître Kodak, des multinationales du pétrole comme Exxon, la Standard Oil avant, ou d'autres grands groupes qui avaient pratiquement des villes à gérer parce qu'il y avait 30 000 employés, 50 filiales présentes dans 14 pays. Au début, il fallait, au nom de cette governance, trouver des règles pour gérer la société privée. Donc, qu'est-ce qu'il y en est des actionnaires? Qu'est-ce qu'il y en est des administrateurs? Qu'est-ce qu'il y en est des cadres? Qu'est-ce qu'il y en est des employés syndiqués, par exemple? Qu'est-ce qu'il y en est des clients, des fournisseurs? C'est ça qu'on pensait au nom de la governance. Mais on assistait à un renversement. Donc, dans les années 1970-80, d'abord au Royaume-Uni, Margaret Thatcher a adopté ce vocabulaire-là pour gérer l'État de manière efficace. Pour la governance, c'est aussi de mettre au pas tout le monde et de s'assurer qu'il y a des suivis, et ainsi de suite. Et là, on a dit, on va gérer l'État comme une entreprise et la governance va passer dans la sphère publique.
Et au fond, on va inverser le rapport métaphorique. La governance ne sera plus la constitution de l'entreprise privée, c'est le gouvernement qui va s'inspirer de la governance pour se donner un mode de fonctionnement. Et donc, on a développé cette logique-là qui a gagné ensuite la Banque mondiale, un certain nombre de lobbies, jusqu'à en faire, je suis obligé d'aller vite, un concept subventionné. Quand on gère un ministère, quand on gère un laboratoire dans une université, pour des raisons de carrière, pour des raisons de financement, pour des raisons de partenariat, on a intérêt à mettre gouvernance plutôt qu'Assemblée constituante menant à la démocratie populaire, hein, pour obtenir les faveurs du pouvoir. Donc, dire gouvernance, c'est comme un mot-clé, c'est un sésame pour obtenir du financement, mais aussi pour s'enchaîner à des modalités de pouvoir qui sont les nôtres aujourd'hui. Or, ce qui est dommage, et c'est là que je voulais en venir, c'est que les tenants de la governance, les théoriciens de la governance qu'on va trouver dans les écoles de management, mais aussi à la Banque mondiale, et dans un département de sciences politiques, et dans des syndicats, et dans des directions d'écoles, et ceux qui ont conçu ce vocabulaire-là, les think tanks qui l'ont développé, et ceux qui l'ont assimilé, qui l'ont adopté, ont un discours très critique envers l'État et envers les institutions qu'on critique ici aussi. Hein? Et on va, par exemple, présenter l'État comme étant le fait d'une coterie d'avares, d'une élite enfermée sur elle-même dont il faut se méfier. C'est ça le discours de la gouvernance. C'est-à-dire, nous ne sommes plus à l'ère de la souveraineté, nous sommes à l'ère de la gouvernance et nous allons en quelque sorte flanquer l'État de contre-pouvoirs, les contre-pouvoirs étant les citoyens ne se reconnaissant plus un lien avec cet État-là, mais se voyant comme étant atomisé. L'État, ça devient presque une mafia dans le discours de la gouvernance. Et là, je me réfère à des textes que je n'ai pas le temps de citer, mais qui sont bel et bien des think tanks, des ouvrages fondamentaux sur la gouvernance et que j'ai pu ausculter. Et très souvent, ce qu'on dira, c'est que le gouvernement est une chose dont il faut se méfier. Et on voit là, je pense, comme source, là, le philosophe Thomas Paine, qui est le dernier philosophe américain avant l'indépendance. Et Thomas Paine a développé toute une philosophie de méfiance envers l'État. Tout un discours de méfiance parce que l'État, à ce moment-là, c'était l'État de Londres qui pillait la colonie sans pour autant donner de pouvoir aux gens. Et Paine a développé tout un discours qui consistait en quelque sorte à universaliser cet État colonial-là, cet État étranger-là, où il s'agissait de dire, l'État, c'est Londres qui paye nos richesses en nous faisant travailler pour lui, en nous faisant payer des impôts, sans pour autant que nous ayons un droit de cité et en quelque sorte une voix quant à la façon dont cette activité-là a lieu. C'était le fameux « no taxation without representation », c'était cette idée. Mais on a en quelque sorte à cette époque-là, dans une sorte de traumatisme historique, je ne l'explique pas autrement, hypostasié ce moment, comme s'il était universel et comme si l'État n'était que ça. L'État, ce n'est qu'une instance qui vient nous fouiller dans les poches, nous dire quoi faire, et il faut s'en méfier. Et le discours de la gouvernance tape beaucoup là-dessus. Alors, les propositions, et c'est là qu'il y a une divergence, et c'est là où j'y vois une opposition politique, les oppositions tiennent plus ensuite d'une sorte d'anarchie qui ne dit pas son nom. Où on va dire, au fond, en marge de l'État, il y a non plus des citoyens, mais des partners, des partenaires, qui ont, et là, il y a tout un jeu sur les mots qui est fascinant, là, mais qui ont à se rendre puissants au moment même où ils se découvrent dans une déréliction politique, c'est-à-dire dans un moment où il n'y a plus du tout d'instance qui garantit des droits, qui garantit des possibilités, qui garantit un certain cadre. Hein? Au moment où on se découvre comme étant atomisé, là, on parle d'empowerment. Puis l'empowerment, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de nouer des partenariats avec des gens qui vont faire en sorte qu'on sera dans des... En anglais, c'est ventures, hein, dans des partenariats, mais au sens économique, et où on pourra faire valoir des intérêts entre nous sur un mode contractuel heureux. Et là, c'est la grande, en quelque sorte, épopée de la contractualisation heureuse, où on n'est plus que des porteurs d'intérêts privés qui s'allient en fonction de projets qui sont souvent soutenus par les plus forts. Et très souvent, on va dire, au fond, il y a partnership dans la governance. Je
je pourrais le dire en français, mais c'est un tel barbarisme que je préfère assumer les anglicismes. Il y a un métissage d'intérêt dans les partenariats de la gouvernance quand il y va d'un projet privé. Et quand on regarde les postulats, les prémices des discours sur la gouvernance, on se rend compte assez vite qu'explicitement, on postulera l'inégalité des acteurs. C'est-à-dire, allez, soyez sérieux, dans la vie, tout le monde n'est pas égal, et c'est normal qu'on laisse le plus fort aller de l'avant avec un projet qui est le sien, et l'idée, c'est de s'allier à lui, créer un partenariat pour faire en sorte que nous avancions sur un mode consensuel dans un espace social qui n'est plus, en quelque sorte, encadré par quelque institution que ce soit. L'État lui-même n'est plus un tiers, mais il est un partenaire parmi les autres. Et entre acteurs inégaux, l'idée, ce sera de nouer des partenariats de façon à ce qu'on s'entende tous, grosso modo. Et c'est encore une fois sur un mode contractuel, sans structure, sans normes, sans cadre. Et au fond, c'est ce qui explique que quand une société minière débarque ici pour creuser une mine d'or à ciel ouvert puis polluer éventuellement le territoire sublime et important, on mettra ensemble les Premières Nations, les femmes, les élus locaux, les syndicats, les écologistes. Et le but, c'est qu'il y ait consensus. Donc, on est dans une sorte de huis clos. Il y a des représentants de la société civile qui ont pour rôle d'encadrer l'État, parce que l'État, il est méchant, puis il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs externes, et qui vont en quelque sorte discuter autour de ce projet-là sur un mode tout à fait ouvert. On n'est plus dans le contexte, en quelque sorte, traditionnel des institutions. Et on va discuter sur un mode consensuel. Donc, au fin, le consensus, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le consensus, il ne porte pas sur la décision finale, il porte sur le choix des mots en amont. Et en amont, on discute de la même manière, de même projet, et on est obligé de faire une sorte de coming out pro-projet. C'est pour ça que vous avez tout le temps des associations qui, par exemple, luttent contre l'exploitation minière, ou qui vont toujours dire « on n'est pas contre, mais ». Et le « on n'est pas contre, mais », c'est la clé d'entrée dans le cercle de la gouvernance. Et dans les textes que j'ai lus, très souvent, on va dire aux ONG, aux acteurs faibles, c'est important pour vous d'entrer en relation avec les acteurs puissants, parce que c'est comme ça que vous aurez de la notoriété, de la crédibilité du financement, et donc ça devient un objet pour marchander sa notoriété. Donc, vous avez des ONG qui se spécialisent dans la représentation d'un secteur ou d'un autre dans ces cercles-là pour être les partenaires des grands groupes en disant, bien, nous, on va accompagner telle forestière et on va s'assurer qu'elle respecte ce qui est de l'ordre de nos intérêts dans des négociations inégales. Et qu'est-ce qui en ressort? Bien, on va dire, on va engager 10% du personnel dans la communauté, on va préserver une bande de tant de kilomètres carrés, on va s'assurer que les femmes aient ceci, on va dire aux syndicats cela, et on négocie. Et l'État n'est qu'un partenaire dans tout ça, mais il est un partenaire qui garde ses prérogatives d'institutions capables de faire des lois, de réglementer et surtout de déréglementer, de subventionner, mais il n'est qu'un partenaire. Il a les deux, en quelque sorte, c'est une privatisation de son rôle, c'est qu'il a encore le statut d'État capable, comme on sait, outrancièrement de dominer, tout simplement parce qu'on a mis un jour un X sur un bulletin, on l'a envoyé dans une urne, puis après ça, il fait ce qu'il veut pendant 5 ans. Donc, il a encore tout ce pouvoir-là, mais comme petit partenaire parmi les autres. Je suis obligé de résumer un peu rapidement. Mais dans un premier temps, je veux dire, le mot la gouvernance consiste en cela. Mais ce qui est fascinant, et avant qu'on puisse discuter, j'insisterai sur ce dernier point, c'est que sémantiquement, c'est un mot qui traduit une révolution. C'est que sans s'en rendre compte, on n'est plus tout à fait assujettis à un État qui gérerait, au fond, la chose publique sur un mode un petit peu détaché, quoi, puis indépendant de la volonté populaire. Mais on se rend compte que cette instance-là, par sa participation à des forums de type gouvernance, légitime sa propre privatisation. Et légitime le fait de n'être plus qu'au service de ce qui fait consensus dans des cercles qui échappent encore plus au contrôle des citoyennes et des citoyens. Et cette révolution-là, qui consiste à faire l'État
de l'État, le partenaire de projets qui sont souvent initiés par les plus forts, c'est-à-dire les entreprises, pour faire ce que l'on consent à faire, c'est-à-dire exploiter les mines, exploiter le pétrole sur l'île d'Anticosti, réformer le système fiscal à l'avantage des sociétés, signer un accord de libre-échange auquel on ne comprend rien, ainsi de suite. Ces pratiques-là, qui sont révolutionnaires et qui mettent tout le monde en quelque sorte mettre tout le monde en demeure de trouver un petit intérêt dans quelque chose qui nous échappe, porte un nom anesthésiant. C'est-à-dire que la gouvernance est un mot qui endort. Et c'est un mot qui est plate à dessein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mots forgés comme celui-là. C'est un substantif tiré du participe présent. Et en français, le participe présent, c'est le temps le plus faible. Si on s'y arrête. Donc, vous voyez un substantif constitué à participe présent, on est gouvernant, c'est la gouvernance. Tous les mots en ans, c'est un participe présent transformé en nom. Et tout aujourd'hui est pensé comme ça. On ne dit plus le militantisme, c'est fort le militantisme. Non, on dit la militance. Hein? Et quand le participe présent, c'est un temps qui nous place dans un mode, en quelque sorte, éthéré. Hein? Le participe présent, c'est le temps de l'état. Le verbe à l'infinitif marque une action. Alors, si vous regardez la table des matières du livre Les mots et les choses de Michel Foucault, vous n'avez que des infinitifs. Parce que c'est quelqu'un qui pense la façon dont des ruptures ont eu lieu dans l'histoire pour modaliser les choses autrement. Là, on est dans de la rupture. Quand on est dans le participe présent, il y a des substantifs au participe présent, on est d'une manière éthérée dans un état. On est gouvernant, on est dans la gouvernance, on est en état de gouverner, mais c'est comme faire la politique sous l'effet des drogues. On est on plane, quoi. Hein? Un jour, j'avais entendu quelqu'un dire « Je suis spécialiste dans la gouvernance de l'eau ». Mais la gouvernance de l'eau, cette expression-là fait que l'esprit glisse. C'est lisse. L'esprit glisse. S'il disait « Je suis dans la réingénierie de l'eau », ça rappellerait quelqu'un. S'il disait... Je suis spécialisé dans les programmes de privatisation de l'eau. Là, les voyants rouges s'allumeraient. Je suis spécialisé dans la nationalisation de l'eau ou dans l'eau comme un service public. On comprendrait. Mais si on dit « je suis dans la gouvernance de l'eau », ben ça glisse. On passe à la phrase suivante. On se dit « bon, ça gouverne ». C'est ça, la gouvernance. Ça gouverne l'eau. Il n'y a pas de quoi s'opposer, il n'y a pas de quoi être pour. Et c'est une façon de... C'est la même chose avec ce que je disais du militantisme. Si on dit « je suis dans la militance », c'est qu'on est en état de militer. L'immigration, on va dire la migrance, ça migre. Tu sais, comme si... La survie, on entend de plus en plus la survivance. Ça survit. La survie, c'est quelque chose d'impératif, c'est urgent, c'est grave. Quand des gens sont en situation de survie, qui sont dans un désarroi. Mais si on dit dans la survivance, d'un coup, l'État glisse, l'esprit glisse encore. Et ce mot de gouvernance, en quelque sorte, est une façon pour le pouvoir de prendre acte de l'exaspération des gens par rapport au pouvoir public tel que vous la manifestez ici, mais avec une dose d'anesthésiant pour faire en sorte que cette exacerbation-là, que cette contrariété-là se trouve en quelque sorte relevée sur un mode endormi, pour qu'on soit des somnambules de la Constituante, pour qu'on soit des somnambules d'un pouvoir qui n'est pas celui des institutions traditionnelles, mais qui n'est pas non plus une prise de position active, consciente, à l'infinitif, hein, de ce qu'on peut attendre d'un peuple. Et en cela, peut-être que je donne l'impression de me conduire, mais l'effet des substantifs pourrait nous amener à dire que la réponse à la gouvernance, c'est la constituante et pas la constituance. Mais cette idée qu'on n'est pas en train de laisser les choses se gouverner en vertu d'accords ad hoc entre 1001 acteurs, actrices qui ont des intérêts privés par rapport à quoi jamais un tiers pose la question de la chose publique, mais nous sommes des acteurs qui sont à se constituer. Donc, je ferai une pause là pour discuter déjà de ce point-là et ensuite j'en viendrai à nos perspectives historiques.